Des maths à des gamers maths, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler et je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle de mes causeries qui, cette fois-ci, je ne vais pas me faire des amis comme d'habitude, puisque je vais parler de l'affaire des galomaniacs. Alors, c'est quoi les galomaniacs? Eh bien, basiquement, c'est une secte de gens qui sont apparus il y a une dizaine d'années environ, et qui cherche à pousser à tous les niveaux l'implication, l'utilisation et l'investissement au niveau politique, local, territorial, etc. du galop. Donc avant de parler d'eux, je voudrais faire quelques observations de linguistique de base particulièrement importantes. En effet, il faut savoir qu'un système linguistique, ce qu'on appelle vulgairement une langue par abus de langage, alors que ce n'en est pas forcément une. Donc par exemple, le breton est un système linguistique, le français en est un, l'anglais en est un, le gallo en est un, le provençal en est un, le basque en est un, l'espagnol en est un, et chacune de ces variantes dialectales en est un. Donc, les systèmes linguistiques sont divisés en gros en trois types. Premièrement, ce qu'on appelle les variations dialectales, c'est-à-dire basiquement les variantes locales de langage et de patois qui bénéficient d'une intercompréhension quasi totale avec la langue dont ils sont issus, voire même totale, et qui en général ne dérogent à cette langue que par des tournures de phrases, des expressions ou des accents. Par exemple, le breton vantais est une variation dialectale du breton. De même, le cockney slang est une variation dialectale de l'anglais. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les patois. Donc, ce sont en général des systèmes linguistiques qui ont, vis-à-vis de la langue dont ils sont issus et des autres patois, une intercompréhension partielle mais assez large, c'est-à-dire que vous pouvez normalement, en lisant ou en écoutant, en comprendre assez largement et globalement facilement le sens, même si c'est un système linguistique que vous n'avez jamais entendu auparavant. Par exemple, en tant que personne qui parle le français comme langue maternelle, vous pouvez vous essayer à lire des textes en provençal et vous verrez assez facilement que vous pouvez en comprendre facilement la plus grande partie du texte alors que vous n'avez jamais lu de provençal auparavant. Idem pour le ch'timi, le dauphinois, etc. Et tous les systèmes linguistiques qui n'appartiennent pas à l'une de ces deux catégories, donc qui ne sont ni des variations dialectales ni des patois, sont des langues. Ces langues peuvent être par la suite réparties dans des familles linguistiques dans lesquelles il y aura des langages qui auront beaucoup en commun et peut-être même certains niveaux d'intercompréhension. Par exemple, le breton, le gallois et le cornique forment une famille linguistique parce que bien que ce soit trois langues distinctes, il y a beaucoup de mots de base que ces trois langages ont en commun. De même entre le français, l'espagnol et l'italien, par exemple, qui sont trois langues romanes qui appartiennent à la même famille linguistique, mais qui sont trois langues différentes. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette introduction? C'est que c'est très très important pour comprendre ce qui va suivre et pour comprendre ma position, et par extension la position du PNB, sur la question du gallo en Bretagne. Et cela va ensuite nous permettre de comprendre pourquoi l'engouement pour le galop et les tentatives de promotion généralisées par des panneaux, par des créations littéraires et par des posts Twitter tous plus enragés les uns que les autres, constituent une imposture historique et culturelle, et donc comprendre à terme pourquoi c'est une fabrication politique. Donc en premier lieu, je voudrais vous rappeler quelques-unes des émanations de cette galomanie. Donc en premier lieu, la transformation du Misvézar Brezhoneg, donc le mois du breton, qui est devenu, il y a une dizaine d'années environ, le mois des langues de Bretagne, et dans l'est de Bretagne, de plus en plus de communes se dotent de panneaux écrits en gallo. Parfois même d'ailleurs aux dépens du breton. Donc nous allons premièrement aborder cette question du point de vue de l'histoire linguistique. Dans l'esprit de beaucoup, et en particulier des défenseurs de la galomanie,
Eh bien, le breton et le gallo seraient deux langues équivalentes, chacune correspondant à peu près à une partie de la Bretagne suivant une démarcation sur la ligne Saint-Brévin, grosso modo. Donc, pour ces gens-là, ils se disent que, basiquement, la Basse-Bretagne parle breton et la Haute-Bretagne parle gallo. On dirait même plutôt parlait dans les deux cas, puisque maintenant tout le monde parle français, malheureusement. Ceux qui sont un petit peu plus cultivés vont également vous affirmer que le gallo serait une survivance du gaulois, installé depuis toujours dans cette moitié orientale de la Bretagne donc que j'ai évoquée jusqu'à Saint-Brévin, tandis que le breton serait la langue des immigrants britanniques qui ont été installés à l'ouest lors de leur traversée de la mer entre le IIIe et le Ve siècle. Donc cette considération historico-territoriale suffirait pour eux à légitimer le gallo comme langue, comme langage à part entière, et donc à le mettre sur un pied d'égalité avec le breton. Et pour renforcer ce point, ils ajouteraient qu'il a quasiment autant de locuteurs que le breton. Alors, ce dernier point est à peu près vrai. Il y a environ à l'heure actuelle quelque chose comme 230 ou 240 000 locuteurs du breton contre 200 000 du gallo. Cependant, le reste est entièrement faux. En effet, il existe beaucoup d'arguments à tout niveau qui invalident cette position absurde des deux langues de Bretagne, et certaines, d'ailleurs, ont déjà été évoquées dans l'une de mes lectures, celle sur l'aperçu doctrinal du PNB, écrite au siècle dernier. On va rappeler dans un premier temps que le breton, c'est une langue celtique insulaire, brittonique, donc qui effectivement a accompagné notre peuple lors de sa traversée de la Manche, et s'est différencié des autres langues brittoniques, que sont notamment le gallois et le cornique, en comptant évidemment les langues brittoniques disparues que sont le picte et le cumbrique. De son côté, le gallo, bien loin d'être la survivance du gaulois qu'il prétend être, est en réalité un patois de langue d'oïl, qui fait partie des familles de langues romanes du Nord, dont le français fait partie, bien qu'il ne soit pas une langue d'oïl. Donc vous l'avez entendu, le mot est lancé, le breton est une langue et le gallo est un patois. Cette classification linguistique entraîne déjà une dissymétrie fonctionnelle entre le breton et le gallo. En effet, le premier, le breton, s'est différencié du briton historique antique et est devenu une langue à part entière, entre autres en empruntant un certain nombre de mots aux langues romanes voisines. Mais pas que. De l'autre, comme tous les patois du nord de la France, le gallo s'est fondu dans le français lorsqu'est venue l'heure de l'unification linguistique amorcée lors du traité de Villiers-Cotterêts de 1536. D'un point de vue de territoire et historique, il est toujours aussi intéressant de rappeler que nos ancêtres qui ont traversé la Manche depuis les îles britanniques pour venir s'installer en Bretagne ont colonisé l'intégralité des côtes de Bretagne de Dol à Saint-Nazaire, se sont enfoncés à l'intérieur des terres et se sont installés sur un territoire extrêmement important. Ainsi, fait historique intéressant, il est attesté que, historiquement, le breton était parlé jusqu'à Rennes, jusqu'à la rive occidentale de la Vilaine de manière homogène, et ainsi que sur les côtes, donc particulièrement le territoire de Guérande, le territoire de Dol et de Saint-Malo, et qu'il y avait même des colonies bretonnantes à l'est de la Vilaine, avec des noms de villes comme Paimboeuf, comme on l'a évoqué dans la lecture sur l'aperçu doctrinal du Parti national breton. Et ce fait est attesté par la toponymie. Donc tout le pays de Guérande, le pays de Redon à Saint-Nazaire, ainsi que le pays de Dol, par exemple, était bretonnant. Dans le pays de Guérande, il y a des caires partout. Donc au final, comme on peut le voir, ça donne au final assez peu de place à ce qu'on pourrait appeler le galésisme historique, puisqu'il ne reste plus comme territoire qui ait pu être véritablement historiquement galésant sur les 15 siècles d'existence de la Bretagne, eh bien les marches de Vitré et d'Ancenis, les campagnes nantaises, donc au final moins de 20% de territoire, ce qui est quand même assez peu. En réalité, le recul de la langue bretonne face au patois français, donc le gallo,
qui a conduit à l'étrange situation actuelle où des gens peuvent vous prétendre sans sourciller que la moitié de la Bretagne a toujours parlé gallo, est dû d'une part à la francisation des élites bretonnes à partir de Pierre de Dreux, Pierre Mauclerc, donc au XIIIe siècle, mais aussi à l'invasion française de 1488 et 1532, qui a repoussé progressivement les Bretonnants vers l'ouest pour les remplacer par des colons angevins, ce mouvement s'étant accéléré à partir de la Révolution française. Et ce mouvement a donc donné la situation au XIXe siècle sur laquelle les gallomaniaques, qui sont au final décidément passéistes, se basent pour justifier la nouvelle mise en avant de leur patois. Il est toujours utile de rappeler que le breton possède une littérature historique qui est attestée jusqu'au 8e siècle, voire même potentiellement plus tôt. On se rappelle que des textes, des dictionnaires, des contes, des récits, des légendes, des histoires ont été écrits en breton tout au long du Moyen-Âge. Et que ces textes sont encore vivants et sont encore trouvables aujourd'hui. Beaucoup ont été collectés et réédités notamment par Théodore de la Villemarqué, décidément un bien grand homme, ce qui montre aussi, d'ailleurs, que le breton était, dès le début, une langue déjà développée avec des règles grammaticales, comme les mutations, qui, contrairement à ce que m'ont affirmé certains gallomaniaques, ne sont pas une survivance orale, mais bel et bien une règle grammaticale permettant de différencier des mots en fonction de leur genre. Et ces règles sont encore en usage aujourd'hui. Le breton, c'est une langue donc, qui a fait l'objet d'efforts d'unification récurrents dans tout le 19e et le 20e siècle, qui est devenue une langue moderne. Le gallo n'a rien de tout ça. Le gallo n'a pas de corpus littéraire. Alors, il y a une poignée d'auteurs qui se vantent d'écrire au gallo, mais c'est une construction idéologique. Moi, j'ai envie de dire, je peux me vanter d'écrire un livre en anglais du Yorkshire ou en français du Dauphiné, j'ai envie de dire, ça n'en fera pas un nouveau langage à part entière pour autant. Et donc, on observe, encore une fois, que sous l'angle littéraire, le breton est une langue qui se part de tous les atours d'une véritable langue, qui les a tous. Elle a un corpus littéraire, des règles grammaticales, etc. Bon, je ne vais pas refaire la liste. Face à un patois, donc le gallo, qui n'en a aucun, mais qui au contraire a bien toutes les marques d'un patois d'une langue étrangère, en l'occurrence le français. Donc voilà où nous en sommes. En fait, avec ces histoires historico-linguistiques et donc la question du corpus et de la grammaire, on constate assez aisément que le gallo et le breton ne sont absolument pas sur un pied d'égalité. Bien au contraire, tout concourt à montrer que le breton est une langue et que le gallo est un patois, au sens donc des systèmes dialectaux, des systèmes linguistiques que j'ai évoqués en tout début de causerie. Et cela nous conduit à comprendre que, effectivement, le gallo étant un patois, nous n'avons aucune raison de l'appeler une langue, et donc parler des langues de Bretagne, eh bien c'est un mensonge éhonté, au pire, une construction idéologique, toujours au pire, ou au mieux une erreur de débutant mal informé. Dans tous les cas, c'est une connerie. Un autre point en faveur donc de l'appétence et de l'importance linguistique supérieure du breton vis-à-vis du gallo, c'est l'engouement que le breton suscite dans toute la Bretagne, qui n'est absolument pas le cas pour le gallo. Ainsi, et c'est toujours bon à savoir, la première et la 6e ville de l'apprentissage du breton, c'est respectivement Rennes et Nantes, qui sont tous les deux des villes de Haute-Bretagne. Et la moitié des villes où il y a le plus d'apprenants du breton se trouvent en Haute-Bretagne. En fait, il y a dans tout le pays, plus à l'ouest qu'à l'est, c'est vrai, mais il y en a néanmoins dans tout le pays, des gens qui désirent, qui veulent apprendre ou réapprendre le breton parce qu'ils estiment que c'est leur langue et que c'est la langue de leur pays. Et c'est normal. Je sais que, par exemple, que dans le pays de Guérande, il y a au moins 2 écoles de breton et potentiellement bientôt une 3e qui devrait ouvrir. Le gallo ne suscite absolument pas ce niveau d'intérêt. Il reste cantonné à une partie bien définie de la Bretagne, n'attire qu'un nombre au final relativement restreint d'apprenants,
et ne produit quasiment aucune littérature littéraire, à part un petit nombre de gens qui s'acharnent à écrire juste pour écrire. Donc, encore une fois, ces trois éléments-là montrent que le breton et le gallo n'ont par essence absolument pas la même destinée. Ils n'ont absolument pas le même niveau d'importance. Et donc, vouloir dire les langues de Bretagne, le gallo, langue officielle, ou je ne sais quelles autres conneries, c'est d'une stupidité abyssale. Cependant, il y a des gens qui ont intérêt à ce que les choses se passent comme ça, et pour le coup, ce ne sont pas les gallomaniaques eux-mêmes. Parce que quand on y pense, mettre sur un pied d'égalité le gallo et le breton, alors qu'ils n'ont pas la même importance et qu'ils ne suscitent pas le même intérêt, eh ben politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiciens français, en particulier au niveau des subventions, vont pouvoir traiter deux systèmes dialectaux qui n'ont absolument pas les mêmes besoins, ni les mêmes intérêts, ni le même ordre de magnitude, de la même manière. Et donc, de l'argent public qui devrait appartenir légitimement aux écoles et aux acteurs de l'enseignement du breton, vont être détournés au profit du patois gallo pour nourrir des écoles vides, des associations sans intérêt et des groupes qui n'intéressent personne. Et tout cela, ce sont des moyens qui vont manquer à l'enseignement du breton, qui vont réduire son rayonnement et qui, au final, vont contribuer à affaiblir la langue. Et ceux qui en sortent grands gagnants, ce sont les Français, c'est la République française, qui cherche à œuvrer non plus comme autrefois en frappant les gens qui oseraient parler breton à l'école et en les coiffant d'un bonnet d'âne, mais tout simplement à étouffer la langue de manière douce, faute de locuteurs. Et c'est pour cela que la France et la République française a tout intérêt à entretenir cette confusion. En effet, apprendre une langue de sa propre volonté, apprendre et parler une langue, c'est un acte politique et c'est particulièrement vrai pour les langues de nations sans État. Parler le breton et l'apprendre a une signification particulière. Alors attention, c'est un acte politique, pas nécessairement militant. Il y a une distinction entre les deux. On peut vouloir apprendre un langage par ouverture vers une culture ou par appréciation pour la langue elle-même, sans pour autant dire je veux militer pour les droits de ce pays, pour la liberté de ce pays et pour les intérêts de ce pays. Voilà. S'ouvrir vers une culture ou vers une langue, c'est un acte politique, mais pas nécessairement militant. Par contre, dans le cas spécifique des langues de nations sans État, donc comme le breton, vouloir faire vivre la langue, c'est un acte qui est non seulement politique, mais qui est aussi militant. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit de prendre position pour assurer la survie et même la transmission de ce qu'on pourrait appeler la matière culturelle et linguistique du dit pays sans État. Et donc d'assurer sa survivance contre les souhaits d'un État central qui voudrait achever de le phagocyter. Alors, pour conclure, cette causerie est à charge, c'est une certitude. Elle est à charge non pas contre le gallo, qui n'est qu'un patois et au final dont les locuteurs ne sont pas responsables de l'usage politique qui en est fait, mais plutôt justement de cet usage politique qui est fait du gallo pour diviser les Bretons et pour favoriser en fait l'anéantissement doux et progressif de la langue bretonne. En ce qui concerne le gallo lui-même, j'ai envie de dire, si des gens veulent apprendre ce patois pour des raisons qui leur sont propres, donc que ce soit pour se reconnecter avec leur famille, se reconnecter avec leur terre, avec leurs ancêtres, enfin voilà, pour une optique en fait de transmission, d'enracinement et de connaissance, j'ai envie de dire grand bien leur fasse, tant mieux pour eux qu'ils le fassent, c'est important. Ce qui est en revanche important, et ce qu'il ne faut absolument pas faire avec ce patois qui est le gallo, c'est déjà d'essayer de faire croire que c'est autre chose qu'un patois, et de deux, d'essayer de lui donner une importance politique aux dépens de l'unité linguistique de la nation bretonne, et surtout aux dépens de la réalité historique, de la réalité linguistique et de la réalité littéraire. Le breton est un langage moderne, avec une grammaire moderne et une littérature moderne, qui a vocation à devenir la langue d'État, la langue officielle de la nation bretonne. Le patois est un gallo
qui est, malheureusement, voué à disparaître dans l'unification dans la langue française. C'est tout. Cette clarification était importante parce que, à l'heure actuelle, l'usage qui est fait du gallo par les gallomaniaques comme arme politique est néfaste à la construction du pays breton auquel nous aspirons, un pays indépendant, un pays uni qui parle breton, une Bretagne forte, fière et libre. C'était le Marweiler, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, n'hésitez pas à rejoindre le Parti national breton sur son site partinationalbreton.com et je vous dis à bientôt pour une prochaine causerie. Bevet Braise, Braise à Tao.